éventuellement d'autres villes également, comme Kramatorsk. Donc en fait, les Russes poursuivent leurs objectifs grignotent tactiques. toujours, là-bas. Oui. Alors là, actuellement, les gens s'entretuent toujours là-bas. Mais si vous voulez, les Russes, actuellement, au niveau de leur situation militaire, elle est très favorable. Alors là aussi, il ne faut pas confondre les Américains, les Russes. La société américaine, elle ne permettrait pas le taux de perte qu'ont les Russes actuellement, ou qu'ont les Ukrainiens d'ailleurs. On est dans une société occidentalisée. D'ailleurs, la guerre au Vietnam, vous avez vu comment ça s'est terminé, les accords de Paris, les Américains ont vite fait, bien fait, retiré leurs troupes et ont laissé les Sud-Vietnamiens se débrouiller tout seuls contre les Nord-Vietnamiens, et 2 ans plus tard, Saigon tombait. Alors, si vous voulez, quand Donald Trump dit oui, j'aime pas voir les morts et tout ça, oui, on comprend bien, il est occidental, il est américain, il est attaché à la vie humaine, à la consommation, voilà. Chez les Russes... Les Ukrainiens aussi, oui, mais les Ukrainiens, c'est le problème... Les soldats sur le front, ils vont les chercher... Il faut quand même remarquer que leurs sacrifices sont quand même énormes. Donc, en réalité, c'est plus compliqué chez les Ukrainiens, parce qu'il commence à y avoir des voix dans l'opposition démocratique, M. Zelensky, pour lui dire bon, ce serait quand même pas mal d'accepter un cessez-le-feu. Et là, on parle bien d'un cessez-le-feu. On ne parle pas de traité de paix. Et toutes les conditions semblent, a priori, acceptables par tous les partis. Sauf peut-être les Russes, en disant que les Russes ne veulent pas que les Ukrainiens reçoivent des armes. Oui, mais dans ces cas-là, comment garantir la sécurité de l'Ukraine ? Soit en envoyant des armes, soit en demandant aux Européens qui sont proposés de le faire, de constituer une force de garantie. Alors oui, sur le papier, c'est négociable. Mais ce qu'il faut se rappeler, vous parliez tout à l'heure de la Corée, de la guerre de Corée. Pendant la guerre de Corée, entre le moment où on commençait les négociations, pour mettre fin, c'est-à-dire qu'il y était un carnage, et le moment où il y a eu même pas jamais un traité de paix, un cessez-le-feu sur le parallèle, c'était entre 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est la mort de Staline, d'ailleurs, qui a permis d'arriver à un accord. Donc, si vous voulez, les Russes, les Soviétiques avant eux, étaient des experts dans l'art de faire des négociations leurs, qui permettent de dire « regardez, nous sommes épris de paix », où il ne se passe rien et où ils continuent à avancer sur le terrain. Or, le grand risque pour l'Ukraine, il est là. C'est-à-dire, on commence à discuter. Là, les thèmes que vous avez évoqués, effectivement, on peut les mettre sur la table. Aucun n'est acceptable dans l'État, mais aucun ne ferait bondir. Voilà, donc on peut en discuter. Mais le problème, c'est que pour le moment, Poutine est convaincu que sur le terrain, il continue d'avancer, même si, alors il a fait 2500 km² depuis le début de l'année, 3 fois plus que l'année dernière. Le prix humain est énorme, mais il continue. Donc c'est quoi ? Il gagne du temps ? Il gagne du temps, absolument. On en parlait déjà quand il y avait ces premières négociations en Turquie. Personne finalement n'y croyait et tout le monde parlait de l'automne. On attend l'automne parce que pour Vladimir Poutine, c'est une opportunité quand même encore de grignoter du terrain et pourquoi pas effectivement prendre Pokrovsk ou encore Konstantinivka à côté de... L'exemple de la Corée du Sud est très important parce que dans la Corée, les Coréens du Sud, ils n'ont pas été invités à la table de négociation. C'est les Américains qui ont négocié à leur place contre les Coréens du Nord, qui étaient sponsorisés par les Soviétiques et par les Chinois. Ouais. Et donc, en fait, ceux qui sont pour la réunification de la Corée et qui ne reconnaissent pas... Restons sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Sur l'Ukraine, écoutez ce que dit Vladimir Poutine. Quand vous dites il veut gagner du temps, et en tout cas, il dit une rencontre tête-à-tête avec Zelensky, pour l'instant, c'est niette. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre dans l'ensemble, c'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Or, malheureusement, nous sommes encore loin de ces conditions. Bon, voilà, ça c'est clair. Dans tous les cas que ça va prendre des semaines, ces négociations. Et Donald c'est que le début, là. Lui-même, il a été interrogé, je crois que c'était hier, par des journalistes. On lui demandait, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va vraiment faire des avancées ou est-ce qu'il se moque de vous encore une fois ? Il a répondu, ça je pourrais vous répondre dans quelques semaines, j'espère avant. Mais on le sait, il va y avoir un délai de plusieurs semaines pour ces négociations. D'autant que Poutine, en plus, est assez rompu dans l'art de parler de Trump et donc il lui fera sentir à quel point il est un homme formidable, ce qui, avec Trump, marche toujours. Mais en admettant que les Américains acceptent les conditions que Poutine leur aura adaptées, changées dans la forme, mais dans le fond. Et puis, quand il aura accepté, en tant que président américain, c'est pour ça que Poutine ne veut pas de Zelensky tout de suite. Et bien ensuite, les Américains diront à Zelensky, maintenant tu signes. Maintenant tu signes. Et si tu ne veux pas signer, on te laisse tout seul. Notre équipe de Wiesbaden part. Notre aide militaire, il n'y en a plus. Tu te débrouilles avec les Européens. Ouais. Là, c'est le début du chantage, là. Oui, mais comment il fait ? Comment il a fait avec Ursula von der Leyen en Écosse ?
C'est du racket. C'est un racket. Enfin, je veux dire, on appelle ça comme on veut. Les relations c'est pas le Congrès de Vienne de 1815, hein, ni voilà. C'est la méthode. En fait, Poutine, il l'a bien vu. Il veut d'abord obtenir un accord des Américains. Donc, il sera peut-être entouré de quelques conseillers, mais des gens comme lui, hein, des gens. Il s'embêtera pas peut-être d'avoir Rubio, je sais pas quoi. Et puis, il signera, il dira, OK, j'ai obtenu un super cessez-le-feu. Et puis Zelensky qui dira, bah non, moi ça me va pas. Ah bah, tu fais avec ça. Ouais. Sinon. Et puis on va même te rajouter des droits de douane, ou on va te mettre des. Non mais voilà. Et ça, c'est les pouvoirs. Et c'est pour ça que Zelensky veut l'Europe. Fort aussi. avec les faibles et faible avec les forts. Zelensky veut l'Europe, mais pour faire un espèce de contrepoids. Voilà. Surtout dans la délégation russe. Un homme très important, au-delà de Lavrov, au-delà de son conseiller diplomatique, c'est Kirilenko, qui est le chef le Padlajatrou, le patron du Fonds souverain russe. Dmitriev. Qui est Dmitriev, Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe. C'est-à-dire que totalement, la dimension business, la dimension des affaires que Donald Trump espère pouvoir refaire avec la Russie est là, directement. Voilà. Ça, on va y revenir dans quelques instants, parce que justement, on a les déclarations de cet homme-là, et qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le business, c'est vendre des terres rares aux États-Unis, c'est bon, voilà. Et ça, Trump est particulièrement réceptif là-dessus. Pour vous, c'est que le début d'un processus. Ça peut prendre combien de temps maintenant ? Parce que ça fait plus de 3 ans la guerre, quand même. Là, il serait temps de faire quelque chose. Le cessez-le-feu, il peut arriver très vite. Ouais. Sur la bonne volonté des deux. Dès la semaine prochaine ? En admettant Parce que là, tout le monde est d'accord sur le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu aérien, il est facilement contrôlable. Ouais. Le cessez-le-feu total, c'est plus compliqué. Même terrestre, à la limite terrestre. Maintenant, avec les moyens satellitaires, on peut voir qui a violé le cessez-le-feu. Alors, si on le dit ou on le dit pas, hein, parce qu'il faut se méfier aussi. Non, mais les Américains peuvent très bien manager les deux de manière technique. Voilà, ils sont bien capables de faire la guerre en envoyant des missiles cruise et des missiles de croisière depuis chez soi, voilà, avec des agences qui font ça. Donc non. Maintenant, ensuite, après le cessez-le-feu, c'est là que ça va commencer. C'est-à-dire que il faut que Zelensky accepte le cessez-le-feu. Et s'il ne l'accepte pas, c'est son droit. Il a derrière lui le peuple ukrainien. C'est là que ça va commencer. Deuxième point, si... Mais Zelensky a déjà accepté de le cessez-le-feu. Oui, non, mais pour lui, c'est dans les conditions pour commencer dans les les conditions qui auront été acceptées par Trump avec Poutine. C'est ça le problème. Si par exemple, il dit, voilà, tu fais reculer tes troupes de tel endroit, là, tu fais reculer tes troupes. Il va dire, non, mais mes troupes, elles sont là. Je pense pas... Enfin, c'est toujours pareil. Les gens se sont battus avec des centaines de morts, des milliers de morts. Ils vont pas reculer ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est ça la difficulté. Maintenant, le problème de Zelensky, si vous voulez, c'est de faire en sorte que les Européens restent dans la boucle. Et notamment parmi les Européens, il y en a 3 d'importants. Les Allemands qui lui fournissent continuellement des moyens. C'est à bas bruit. Les Allemands font toujours les choses à bas bruit, sérieusement. Voilà. Les Anglais qui ont un rôle important, comme les Français, comme étant puissance nucléaire et membres du Conseil de sécurité, parce qu'à partir du moment où il aura les deux, Trump va être embêté. Il ne voudra pas être Pékin de prestige vis-à-vis de Poutine. Parce que les Chinois, s'ils voient que Trump se laisse